Ne me laissez pas ici. La voix de Marguerite Valence s'est brisée dans le vent de novembre, mais le camion de son beau-frère avait déjà disparu au bout du chemin de pierre. Elle était seule, debout devant le portail de fer rouillé, un sac de toile à la main, et derrière elle, la maison familiale des Valence se dressait comme un reproche silencieux. 42 ans, veuve depuis 3 jours, et déjà effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Ce que Marguerite ne savait pas encore, c'est que dans quelques heures, elle découvrirait quelque chose qui changerait tout. Quelque chose que les Valence avaient caché pendant des générations. Quelque chose qui prouverait que son abandon n'était pas un accident, mais un crime répété depuis 100 ans. Restez jusqu'à la fin de cette histoire, parce que ce qui va se passer va vous glacer le sang. Et si vous voulez savoir jusqu'où peut aller la cruauté d'une famille, laissez un commentaire avec une note de 0 à 10. Abonnez-vous aussi, parce que des histoires comme celle-ci, on n'en raconte pas souvent. Mais elles existent. Et elles se répètent. Marguerite Valence portait une robe noire usée, un châle de laine élimé sur les épaules et des chaussures de marche fatiguées. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière, son visage creusé par le chagrin et l'épuisement. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait plus de famille proche. Et surtout, elle n'avait plus de place, nulle part. Son mari, Henri Valence, était mort dans un accident de tracteur un matin brumeux de novembre. Le tracteur avait basculé dans un fossé et Henri n'avait pas eu le temps de sauter. On l'avait enterré 3 jours plus tard, sous un ciel bas et gris, dans le petit cimetière de Saint-Roch-des-Pierres. Marguerite avait pleuré seule. Personne n'était venu la consoler. Pas même son beau-frère Étienne. Étienne Valence était un homme au visage dur, aux mains épaisses de travailleurs de la terre et au regard froid comme la pierre. Il possédait des vignes à perte de vue, des terres qui s'étendaient jusqu'aux gorges calcaires qui coupaient le plateau comme des cicatrices anciennes. Il était riche, puissant, respecté, et il n'avait jamais aimé Marguerite. Le jour de l'enterrement, il ne lui avait pas adressé un mot. Mais 3 jours plus tard, il était venu frapper à la porte de la maison familiale. Marguerite avait ouvert, le cœur serré, espérant peut-être un geste de compassion. Elle s'était trompée. « Tu dois partir », avait dit Étienne, sans préambule, sans douceur. « Cette maison appartient à la famille Valence. Tu n'es plus une Valence. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as aucun droit ici. » Marguerite avait senti le sol se dérober sous ses pieds. « Mais Henri et moi avons vécu ici pendant 20 ans. C'était notre maison. C'était la maison de mon frère. Maintenant qu'il est mort, elle revient à la lignée. Tu as 1 semaine pour partir. » Marguerite avait voulu protester, mais Étienne était déjà reparti, laissant derrière lui un silence écrasant. Elle avait couru chez le notaire, maître Ferrand, un homme élégant aux lunettes fines et au sourire poli. Il l'avait reçu dans son bureau, assis derrière un grand bureau en bois sombre, et lui avait confirmé ce qu'Étienne avait dit. « Madame Valence, je comprends votre détresse, mais selon les anciens actes de propriété et les arrangements familiaux, vous n'avez effectivement aucun droit sur cette maison. Votre mari n'a laissé aucun testament en votre faveur. La propriété revient à son frère. »« Mais je n'ai nulle part où aller, » avait murmuré Marguerite, la voix tremblante. Maître Ferrand avait haussé les épaules avec une indifférence polie. « Je suis désolé, madame. La loi est la loi. » Marguerite était sortie de l'étude du notaire en titubant, le cœur brisé. Elle avait cherché de l'aide. Elle était allée voir le maire, un homme corpulent au visage rougeau, qui avait détourné le regard en marmonnant des excuses vagues. Elle était allée voir le curé, un vieil homme voûté à la soutane noire usée, qui lui avait conseillé de prier et d'accepter la volonté de Dieu. Personne ne voulait défier les Valence. Personne n'osait. 1 semaine plus tard, à l'aube, Marguerite avait quitté la maison familiale avec un sac de toile contenant quelques vêtements, une photo de mariage jaunie et une vieille clé en fer forgé qu'elle avait trouvée dans les affaires de son mari, enveloppée dans un morceau de tissu brodé. Elle ne savait pas à quoi cette clé correspondait, mais quelque chose en elle refusait de la laisser derrière. Elle avait marché pendant des heures, longeant les chemins de pierres sèches, traversant les champs de lavande fanés, jusqu'à atteindre le bord du canyon. Là, cachée par les chênes verts et les genévriers, elle avait aperçu une vieille bâtisse en pierre à moitié effondrée, envahie par le lierre et les ronces. C'était une ancienne bergerie abandonnée, oubliée depuis des décennies. Les volets pendaient de travers, le toit était troué,
Mais il y avait encore 4 murs debout et une porte qui tenait. Marguerite s'y était installée. Elle n'avait nulle part ailleurs où aller. À l'intérieur, elle avait découvert des traces d'une vie passée. Une table bancale, un vieux coffre en bois vermoulu, des outils rouillés, et surtout, gravé dans la pierre au-dessus de la cheminée, un nom presque effacé. Valence, 1889. Son cœur s'était serré. Cette maison appartenait à la famille de son mari. Mais pourquoi personne n'en parlait jamais? Pourquoi était-elle abandonnée, oubliée, comme si elle n'avait jamais existé? Marguerite avait passé sa première nuit dans la bergerie recroquevillée sur le sol, enveloppée dans son châle, écoutant le vent hurler à travers les fissures des murs. Elle avait pleuré jusqu'à l'épuisement. Puis, au matin, elle s'était levée et avait décidé de fouiller la bâtisse. C'est dans le vieux coffre qu'elle avait trouvé le paquet de lettres. Elles étaient attachées par une ficelle, jaunies par le temps, et signées par une certaine Élise Valence. Les lettres étaient datées de 1920. Marguerite avait commencé à les lire, et ce qu'elle avait découvert l'avait glacée jusqu'aux os. Élise Valence racontait l'histoire d'une femme chassée de la maison familiale après la mort de son mari, dépossédée de ses terres par son beau-frère, accusée d'être stérile et indigne. Élise avait fui ici, dans cette bergerie, et y avait vécu seule jusqu'à sa mort. Personne ne l'avait aidée. Personne ne l'avait défendue. Marguerite avait lu et relu les lettres, les mains tremblantes. Elle comprenait maintenant qu'elle n'était pas la première, que cette violence, cet abandon, cette cruauté se répétaient depuis des générations dans cette famille, que les Valence avaient toujours traité les femmes comme des outils, des ventres, des servantes, et qu'une fois inutiles, elles étaient jetées. Mais il y avait autre chose dans le coffre, un vieux registre de propriété. Marguerite l'avait ouvert avec précaution, et ce qu'elle avait lu l'avait fait suffoquer. Il y avait une mention d'un testament rédigé par le grand-père d'Étienne qui léguait cette bergerie et les terres environnantes à toute veuve de la famille Valence qui se retrouverait sans protection. Un testament que personne n'avait jamais respecté. Un testament que maître Ferrand, le notaire, avait probablement caché ou détruit. Marguerite avait serré la clé en fer forgé dans sa main. Elle comprenait maintenant à quoi elle servait. Henri le lui avait dit un jour en passant sans qu'elle y prête attention. Cette clé ouvrait le coffre-fort du notaire, où étaient conservés les actes anciens de la famille Valence. Une clé de secours, au cas où. Mais Marguerite ne savait pas quoi faire de cette information. Elle était seule, abandonnée, sans ressources. Qui la croirait? Qui l'aiderait? C'est alors que Julien Marchand était entré dans sa vie. Julien Marchand avait 50 ans, des cheveux grisonnants et une allure fatiguée mais encore solide. Il avait été instituteur à Saint-Roch-des-Pierres pendant 25 ans, respecté et aimé de tous. Mais après la mort de sa femme, dans un accident de voiture, il avait pris une retraite anticipée et s'était retiré dans une petite maison en bordure du village. Il passait ses journées à marcher dans les collines pour échapper à ses souvenirs. Il avait connu Marguerite autrefois, quand elle était jeune avant qu'elle n'épouse Henri Valence. Ils avaient été amis, peut-être même plus. Mais Julien n'avait rien dit, par lâcheté, par peur de défier une famille puissante. Un après-midi, en longeant le canyon, Julien avait aperçu de la fumée sortant de la cheminée de la vieille bergerie. Intrigué, il s'était approché prudemment. La porte était entr'ouverte. Il avait frappé doucement. « Il y a quelqu'un » Marguerite était apparue dans l'embrasure de la porte, amaigrie, le visage marqué, mais debout. Leurs regards s'étaient croisés, et Julien avait senti quelque chose se briser en lui. « Marguerite, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle lui avait tout raconté, l'abandon, les lettres, le testament caché, la clé. Julien avait écouté en silence, le cœur serré, la honte montant en lui comme une marée. Il avait laissé Marguerite tomber une fois, il ne pouvait pas la laisser tomber à nouveau. « Je vais t'aider », avait-il dit simplement. Marguerite avait secoué la tête. « Tu ne peux pas. Étienne est trop puissant. Le notaire est son complice. Le maire ferme les yeux. Même le curé préfère ne rien voir. Alors on ira chercher les preuves nous-mêmes. » Marguerite avait regardé Julien, incrédule. « Tu parles du coffre-fort du notaire ?»« Oui. C'est de la folie. Peut-être, mais c'est la seule solution. » Et c'est ainsi que tout avait commencé. Julien connaissait les habitudes de maître Ferrand par cœur. Chaque jeudi soir, le notaire dînait au restaurant du village, seul,
pendant exactement 2 heures. Il commandait toujours la même chose, buvait toujours le même vin et rentrait chez lui vers 22 heures. Son étude restait fermée, plongée dans l'obscurité, et personne ne passait jamais par là après la tombée de la nuit. C'était leur seule chance. Marguerite et Julien avaient passé 2 jours à préparer le plan. Ils avaient observé l'étude du notaire, repéré les entrées, étudié les allées et venues. Julien avait même dessiné un plan sommaire de l'intérieur, se souvenant de ses visites passées. Le coffre-fort se trouvait dans le bureau principal, derrière un tableau représentant une scène de vendange. Un coffre ancien, massif, avec une serrure complexe. Mais Marguerite avait la clé. Le jeudi soir était arrivé. Marguerite et Julien s'étaient retrouvés à la bergerie au crépuscule. Ils avaient attendu que la nuit tombe complètement avant de se mettre en route. Marguerite portait des vêtements sombres et Julien avait apporté une lampe de poche et des outils pour forcer la porte arrière de l'étude. Ils avaient marché en silence à travers les ruelles désertes de Saint-Roch-des-Pierres, longeant les murs, évitant les rares lampadaires. Le village dormait. Seul le restaurant du centre brillait de lumière, et à travers les vitres, ils avaient aperçu Maître Ferrand assis à sa table habituelle, un verre de vin à la main. L'étude du notaire se trouvait dans une vieille maison de pierre, à l'écart de la place principale. Julien et Marguerite s'étaient glissés dans la ruelle latérale, et Julien avait commencé à travailler sur la serrure de la porte arrière. Ses mains tremblaient légèrement, mais il avait réussi à forcer le mécanisme en quelques minutes. La porte s'était ouverte avec un grincement étouffé. Ils étaient entrés. L'intérieur de l'étude était plongé dans l'obscurité. Julien avait allumé la lampe de poche, et le faisceau avait balayé les murs couverts de bibliothèques, les bureaux encombrés de dossiers, les armoires métalliques alignées contre les murs. L'odeur de vieux papier et de cire flottait dans l'air. « Le bureau principal est par là », avait murmuré Julien, pointant vers une porte au fond du couloir. Il s'était avancé prudemment, chaque craquement du plancher résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. Marguerite sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Le bureau principal était une pièce spacieuse, avec un grand bureau en bois sombre, des fauteuils en cuir et des étagères remplies de registres anciens. Sur le mur du fond, le tableau des vendanges. Julien s'était approché et l'avait décroché avec précaution, révélant le coffre-fort encastré dans le mur. Marguerite avait sorti la clé en fer forgé de sa poche. Ses mains tremblaient. Elle l'avait insérée dans la serrure, et après un instant de résistance, le mécanisme avait cédé avec un déclic métallique. La porte du coffre s'était ouverte lentement. À l'intérieur, des dizaines de documents soigneusement rangés. Des actes notariés, des testaments, des registres de propriété. Marguerite et Julien avaient commencé à fouiller fébrilement, sortant les documents un par un, les examinant à la lumière de la lampe. Et puis, Marguerite avait trouvé ce qu'elle cherchait. Un testament, daté de 1895, rédigé par le grand-père d'Étienne Valence. Le document était clair, précis, sans ambiguïté. Il léguait la bergerie et les terres environnantes à toute veuve de la famille Valence qui se retrouverait sans protection. Le testament portait le sceau officiel du notaire de l'époque et la signature du patriarche Valence. Mais ce n'était pas tout. Julien avait découvert un autre document caché derrière le testament, un acte de propriété falsifié daté de 1920 qui transférait la bergerie et les terres à la branche d'Étienne Valence. La signature du notaire de l'époque, le prédécesseur de Maître Ferrand, était clairement contrefaite, et dans la marge, une note manuscrite de Maître Ferrand lui-même, datée de 1985, confirmant qu'il avait réglé le problème de la veuve Élise comme convenu avec la famille Valence. Marguerite avait senti la rage monter en elle. Maître Ferrand n'était pas seulement complice, il était l'architecte de cette injustice répétée depuis des générations. Ils avaient continué à fouiller et ce qu'ils avaient trouvé les avait glacés. Des dizaines de dossiers similaires, des veuves dépossédées, des héritages détournés, des testaments supprimés. Toujours les mêmes méthodes, toujours la même complicité entre le notaire et les familles de puissantes du village. Maître Ferrand avait bâti sa fortune sur le vol et la manipulation. « On prend tout », avait murmuré Julien, la voix tremblante de colère. « Tout ». Ils avaient rempli un sac avec les documents les plus compromettants. Le testament original, les actes falsifiés, les lettres supprimées d'Élise Valence, les notes manuscrites de Maître Ferrand.
des preuves irréfutables. Mais au moment où ils s'apprêtaient à refermer le coffre, ils avaient entendu un bruit à l'extérieur, des voix, des pas lourds sur le gravier. Marguerite et Julien s'étaient figés, le sang glacé dans les veines. La porte d'entrée de l'étude s'était ouverte brutalement, et la lumière avait inondé le couloir. Étienne Valence était entré, accompagné de 2 hommes robustes au visage dur. Derrière eux, un voisin du notaire, l'air nerveux. « Je vous avais dit que j'avais vu de la lumière », avait murmuré le voisin. Étienne avait souri, un sourire froid et cruel. « Bien joué, Marguerite, je ne pensais pas que tu aurais le courage de venir jusqu'ici. » Julien s'était placé devant Marguerite, le sac de documents serré contre sa poitrine. « Laissez-nous partir, Étienne, c'est fini. On a les preuves. » Étienne avait éclaté de rire. « Les preuves? Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire? Vous venez de cambrioler l'étude d'un notaire. Vous êtes des criminels. »« On a le testament original, » avait dit Marguerite, la voix tremblante mais déterminée. « On a les actes falsifiés. On a tout. » Le sourire d'Étienne s'était effacé. Il avait fait un signe à ses hommes qui s'étaient avancés vers Julien et Marguerite. L'un d'eux avait attrapé Julien par le bras et l'avait frappé violemment au visage. Julien s'était effondré, le sac tombant au sol. Marguerite avait crié et s'était précipitée pour ramasser le sac, mais l'autre homme l'avait saisi par les épaules et l'avait plaqué contre le mur. Étienne s'était approché lentement, ramassant le sac et en sortant les documents. « Vous allez me rendre tout ça, » avait-il dit calmement. « Et vous allez disparaître, pour toujours. Sinon, je vous fais accuser de cambriolage, de vol, et je m'assure que vous finissiez en prison. Vous avez compris ?» Julien, le visage ensanglanté, s'était relevé péniblement. « Vous ne pouvez pas continuer à faire ça, Étienne. Vous ne pouvez pas continuer à voler les femmes de votre propre famille. Ma famille. » Étienne avait craché par terre. « Marguerite n'est pas de ma famille. Elle n'a jamais été de ma famille. Elle n'est qu'une étrangère qui a profité de mon frère pendant 20 ans. » Marguerite avait senti quelque chose se briser en elle. Toute la peur, toute la honte, toute la douleur accumulée depuis des semaines avait explosé en une rage pure. Elle s'était arrachée à l'emprise de l'homme qui la tenait et avait arraché le sac des mains d'Étienne. « Non !» avait-elle crié. « Non, j'ai déjà tout perdu. Je n'ai plus rien à craindre. Vous pouvez me frapper, vous pouvez me menacer, vous pouvez me jeter en prison, mais je ne vous rendrai pas ces documents. Jamais. » Étienne l'avait regardé, surpris par la violence de sa réaction. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. »« Si, je sais. Je m'attaque à un voleur, à un menteur, à un homme qui a passé sa vie à écraser les plus faibles. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Cette fois, j'irai jusqu'au tribunal. J'irai jusqu'à la préfecture. J'irai jusqu'aux journaux s'il le faut. Et tout le monde saura ce que vous avez fait. » Le silence était tombé dans la pièce. Étienne avait serré les poings, la mâchoire crispée. Puis il avait fait un geste à ses hommes. « Laissez-les partir, » avait-il dit d'une voix glaciale. « Mais souvenez-vous de ceci, Marguerite. Si vous essayez de me détruire, je vous détruirai d'abord. Vous et votre petit instituteur pathétique. » Julien et Marguerite étaient sortis de l'étude en titubant, le sac de documents serré contre eux. Ils avaient couru à travers les ruelles désertes, le cœur battant, jusqu'à atteindre la bergerie. Une fois à l'intérieur, ils s'étaient effondrés sur le sol, épuisés, blessés, mais vivants. Marguerite avait ouvert le sac et étalé les documents sur la table. Ils étaient là, toutes les preuves, tout ce dont ils avaient besoin pour détruire Étienne Valence et Maître Ferrand. Mais ils savaient aussi qu'Étienne ne les laisserait pas faire, qu'il utiliserait tout son pouvoir, toute son influence, pour les écraser. Le lendemain matin, Julien avait pris une décision. Il avait quitté la bergerie à l'aube et s'était rendu à la ville voisine. Là, il avait contacté un journaliste régional qu'il connaissait, un homme intègre qui avait déjà enquêté sur des affaires de corruption locale. Le journaliste, un homme jeune au regard vif et au carnet toujours à la main, avait écouté l'histoire de Julien avec une attention croissante. Quand Julien lui avait montré les documents, le journaliste avait sifflé doucement. « C'est énorme », avait-il dit. « Si tout ça est vrai, c'est un scandale qui va secouer toute la région. »« C'est vrai », avait répondu Julien. Chaque mot. Le journaliste avait promis de couvrir l'affaire. Il avait pris des photos des documents, interrogé Julien pendant des heures et promis de publier un article dans les jours suivants. Mais il avait aussi averti Julien que les Valence ne resteraient pas les bras croisés.
Ils vont essayer de vous faire taire, avait-il dit. Soyez prudents. Julien était retourné à la bergerie et avait raconté tout à Marguerite. Elle avait écouté en silence, puis avait hoché la tête. « Alors on attend, avait-elle dit. On attend que la vérité sorte. » Mais la vérité ne sortait jamais toute seule. Il fallait la forcer à sortir. 2 jours plus tard, sous la pression du journaliste qui avait commencé à poser des questions embarrassantes, le maire de Saint-Roch-des-Pierres avait convoqué une réunion publique. Officiellement, il s'agissait de discuter de questions foncières et successorales. Officieusement, tout le monde savait que c'était à cause de Marguerite. Le samedi après-midi, toute la communauté s'était rassemblée dans la salle des fêtes du village. L'atmosphère était tendue, électrique. Les gens chuchotaient, se lancèrent des regards nerveux. Étienne Valence et Maître Ferrand étaient assis au premier rang, confiants, le visage impassible. Le maire, un homme corpulent au visage rougeau, transpirait abondamment malgré la température modérée. Marguerite et Julien étaient entrés ensemble, et un silence pesant était tombé sur l'assemblée. Tous les regards s'étaient tournés vers eux. Marguerite portait sa robe noire usée, mais elle marchait la tête haute, le sac de documents serré contre sa poitrine. Le maire avait ouvert la réunion d'une voix nerveuse, marmonnant des généralités sur l'importance du respect des traditions et de la loi. Mais personne ne l'écoutait vraiment. Tous attendèrent de voir ce qui allait se passer. Puis Marguerite s'était levée. Ses mains tremblaient, mais sa voix était claire. Marguerite s'était levée au milieu de la salle des fêtes, et tous les regards s'étaient tournés vers elle. Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. « Je m'appelle Marguerite Valence », avait-elle commencé, la voix tremblante mais déterminée. « Il y a 3 semaines, mon mari est mort. 3 jours après son enterrement, on m'a chassée de ma maison. On m'a dit que je n'avais aucun droit, que je n'étais personne, que je devais disparaître. » Elle avait marqué une pause, regardant l'assemblée. Certains baissèrent les yeux, d'autres la fixaient avec curiosité. Étienne Valence, au premier rang, affichait un sourire méprisant. « Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne concerne pas seulement moi, » avait continué Marguerite. « Ça concerne toutes les femmes de ce village qui ont été effacées, volées, oubliées. Ça concerne une injustice qui dure depuis 100 ans. » Elle avait sorti les lettres d'Élise du sac et avait commencé à lire à voix haute. Sa voix tremblait au début, puis s'était affermie. Elle lisait les mots d'Élise Valence, cette femme morte en 1920, chassée comme elle, abandonnée comme elle, dépossédée comme elle. Ils m'ont pris ma maison, ils m'ont pris mes terres, ils m'ont pris ma dignité, mais ils ne peuvent pas me prendre ma mémoire. Un jour quelqu'un trouvera ces lettres, un jour quelqu'un saura la vérité. Des murmures avaient parcouru l'assemblée. Marguerite avait levé les yeux et avait vu des femmes âgées qui hochèrent la tête, les larmes aux yeux. Elles savaient. Elles avaient toujours su. Puis Marguerite avait sorti le testament original, celui de 1895, et l'avait brandi devant l'assemblée. Voici le testament du grand-père d'Étienne Valence. Il lègue la bergerie et les terres environnantes à toute veuve de la famille Valence qui se retrouverait sans protection. Ce testament n'a jamais été respecté. Il a été caché, supprimé. Parce que Maître Ferrand et la famille Valence ont décidé que les femmes ne méritaient rien. Maître Ferrand s'était levé brusquement, le visage rouge de colère. « C'est un mensonge. Ce document est un faux. » Marguerite l'avait regardé droit dans les yeux. « Vraiment ? Alors comment expliquez-vous ceci ?» Elle avait sorti les actes de propriété falsifiés, les notes manuscrites de Maître Ferrand, les lettres supprimées. Elle avait tout étalé sur la table devant elle, méthodiquement, calmement. Voici les preuves que vous avez falsifié des documents. Voici les preuves que vous avez volé des héritages. Voici les preuves que vous avez détruit des vies, et pas seulement la mienne, des dizaines de femmes avant moi. Le silence était devenu assourdissant. Le journaliste régional, assis au fond de la salle, prenait des notes frénétiquement, son appareil photo capturant chaque document. Étienne Valence s'était levé à son tour, tentant de reprendre le contrôle. Cette femme est une voleuse. Elle a cambriolé l'étude du notaire. Tout ce qu'elle dit est un mensonge. Mais sa voix sonnait faux, désespérée. C'est alors qu'une vieille femme s'était levée au fond de la salle. Elle devait avoir au moins 70 ans, le dos voûté, le visage marqué par les années. Sa voix était faible, mais dans le silence, chaque mot portait.
Ce n'est pas un mensonge, avait-elle dit. Ma mère a vécu la même chose. En 1945, elle était veuve, sans enfant. Les Valence lui ont pris sa maison. Le notaire de l'époque a dit qu'elle n'avait aucun droit. Elle est morte dans la misère, seule, oubliée de tous. Une autre femme s'était levée, puis une autre encore. Les témoignages s'accumulaient, chacun racontant une histoire similaire. Des mères, des grands-mères, des tantes, toutes victimes du même système, toutes effacées par les mêmes hommes. Le curé, assis près du maire, s'était levé lentement. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Il avait regardé Marguerite puis l'Assemblée, puis avait baissé la tête. « Je savais », avait-il murmuré, la voix brisée. « J'ai toujours su, et je n'ai rien fait. J'ai fermé les yeux. J'ai choisi le silence. Que Dieu me pardonne, mais j'ai été complice. » Le maire, acculé, transpirant abondamment, avait fini par prendre la parole. « Je promets qu'il y aura une enquête officielle, que justice sera faite. » Étienne Valence et Maître Ferrand avaient quitté la salle sous les regards accusateurs de toute la communauté. Leur pouvoir, leur influence, tout s'effondrait en quelques minutes. Les semaines suivantes avaient été un tourbillon. L'article du journaliste avait fait la une des journaux régionaux. Une enquête officielle avait été ouverte. Des avocats de la préfecture étaient venus interroger Marguerite, Julien et des dizaines de témoins. Les documents trouvés dans le coffre-fort de Maître Ferrand avaient été saisis comme preuve. Étienne Valence et Maître Ferrand avaient été poursuivis en justice pour falsification de documents, détournement d'héritage et complicité de fraude. Le procès avait duré 3 mois. À la fin, ils avaient été reconnus coupables. Maître Ferrand avait perdu son droit d'exercer et avait été condamné à une peine de prison. Étienne Valence avait été contraint de restituer les terres et la bergerie à Marguerite, ainsi que des dommages et intérêts substantiels. 3 mois après la réunion publique, au début du printemps, Marguerite était retournée à la bergerie. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Julien était avec elle, et derrière eux, une équipe de bénévoles du village venue aider à restaurer la vieille bâtisse. Le toit avait été réparé, les murs consolidés, les fenêtres remplacées. La bergerie abandonnée était devenue une maison accueillante, lumineuse, pleine de vie, pleine. Marguerite avait décidé de transformer la bergerie en refuge pour les femmes abandonnées. Un lieu où celles qui n'avaient nulle part où aller pourraient trouver un toit, de la nourriture et surtout de la dignité. Elle l'avait appelée la maison Élise, en mémoire de la femme dont les lettres avaient tout changé. 6 mois de travaux avaient été nécessaires. Julien avait supervisé les rénovations, utilisant ses économies et les dons de villageois repentants. La bergerie avait été divisée en plusieurs chambres, une cuisine commune avait été aménagée et un petit jardin potager avait été planté à l'arrière. L'été était arrivé et avec lui, les premières résidentes. Une jeune veuve avec 2 enfants, chassée par sa belle famille. Une femme âgée qui avait perdu sa maison après la mort de son mari. Une mère célibataire fuyant un homme violent. Toutes avaient trouvé refuge à la maison Élise. Marguerite les accueillait avec chaleur, leur offrant non seulement un toit mais aussi une oreille attentive, des conseils et surtout la certitude qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles méritaient mieux, qu'elles avaient des droits. Julien, lui, avait retrouvé un sens à sa vie. Il aidait Marguerite à gérer le refuge, donnait des cours aux enfants des résidentes et surtout, il souriait à nouveau. Leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus solide. Ils ne parlaient pas d'amour, pas encore, mais ils savaient tous les deux que quelque chose de précieux était né de cette épreuve. 1 an après la mort d'Henri, en novembre, la maison Élise avait été officiellement inaugurée. Une cérémonie sobre avait été organisée avec la présence du maire, du nouveau notaire et de dizaines de villageois venus témoigner leur soutien. Même le curé était venu, les yeux rougis, demander pardon publiquement pour son silence passé. Marguerite avait dévoilé une plaque en bronze fixée à côté de la porte d'entrée. On pouvait y lire « Maison Élise » pour celle qu'on a voulu faire taire. La cérémonie s'était terminée dans les larmes et les embrassades. Des femmes âgées étaient venues serrer Marguerite dans leurs bras, la remerciant d'avoir eu le courage qu'elle n'avait jamais eu. Des hommes avaient baissé la tête, honteux de leur silence passé, promettant de faire mieux. Le soir était tombé doucement sur Saint-Roch-des-Pierres.
Marguerite se tenait debout devant la bergerie restaurée, le regard tourné vers le canyon qui s'étendait à perte de vue. Le vent soufflait dans les chênes verts, portant avec lui l'odeur de la lavande et de la terre sèche. Julien était venu se placer à ses côtés, souriant paisiblement. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils savaient, tous les deux, ce qu'ils avaient accompli, ce qu'ils avaient changé. Une jeune femme avec un enfant dans les bras était sortie de la maison, accueillie chaleureusement par les autres résidentes. Des rires s'échappèrent de la cuisine. La vie avait repris ses droits. Marguerite avait posé sa main sur la clé en fer forgé qu'elle portait maintenant autour du cou, transformée en pendentif. Cette clé qui avait ouvert bien plus qu'un coffre-fort. Elle avait ouvert la vérité. Elle avait ouvert la justice. Elle avait ouvert l'avenir. « Tu sais ce que j'ai appris ?» avait murmuré Marguerite, les yeux fixés sur l'horizon. Julien l'avait regardé, attendant. Qu'une communauté qui tolère l'injustice devient complice, mais qu'il suffit d'une voix, d'un témoin, d'un acte de courage, pour que tout bascule. L'abandon révèle qui nous sommes vraiment, et la dignité volée peut toujours être reconquise. Julien avait hoché la tête lentement. « Élise serait fière de toi. »« Élise est la raison pour laquelle je suis encore debout, » avait répondu Marguerite. « Elle m'a laissé un héritage bien plus précieux que des terres ou une maison. Elle m'a laissé sa mémoire. Et maintenant, cette mémoire vivra à travers toutes les femmes qui franchiront cette porte. » Le vent avait soufflé plus fort, faisant danser les feuilles des arbres. Quelque part dans le canyon, un oiseau avait chanté. La nuit tombait, mais pour la première fois depuis longtemps, Marguerite n'avait pas peur de l'obscurité. Elle était libre. Enfin, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci, on en a besoin, pour se rappeler que la justice existe encore, que le courage peut changer le monde, et que personne ne mérite d'être effacé. Laissez un commentaire avec une note de 0 à 10 pour cette histoire. Et surtout, souvenez-vous, votre voix compte.